Bonjour à tous et à toutes publics invisibles. Aujourd'hui, on est en compagnie de trois grands auteurs et dessinateurs de toute littérature. Donc Timothée de Fontbelle, Emmanuel Guibert et François Place. On est là pour parler des racines de vos histoires. C'est l'intitulé de la rencontre. Donc, notamment, on est réunis autour de chacun un de vos livres qui sont un peu trois pas de côté dans votre parcours et peut-être le début d'autres choses, vous nous direz. Donc pour François Place, La Deux Chevaux la nuit aux éditions du Sonneur, pour Emmanuel Guibert, Mike aux éditions Gallimard, et pour Timothée, Neverland aux éditions de l'Iconoclaste. Et évidemment, on parlera aussi de vos autres livres. J'ai notamment Alma, que vous avez publié, Timothée et François, l'année dernière ensemble. Je voulais commencer par par vous présenter, puis ensuite je vous demanderai, vous pourrez peut-être me raconter, vous, où est la genèse de ces trois livres qui sont un peu particuliers, comment ils sont arrivés justement dans ces parcours. Donc juste pour replacer quelques lignes pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Donc Timothée, toi on te connaît depuis quelques années déjà en littérature jeunesse. Tu as publié il y a 15 ans maintenant, Toby Lelness aux éditions Gallimard aussi, avec François qui était aux illustrations. Donc après tu as publié plusieurs romans jeunesse et albums jeunesse, un conte musical et donc Neverland. Et donc ton dernier Alma qui vient de sortir. François, on te connaît aussi depuis quelques années en littérature jeunesse, puisque Les Derniers Géants auront 30 ans, je crois, l'année prochaine. Et donc, tu as conquis des générations de lecteurs dans les écoles, les bibliothèques, et, avec beaucoup d'albums. Tu as aussi écrit toi-même plusieurs romans jeunesse. Le dernier est sorti avec Jean-Philippe Arovigno, L'arme de Roqueteur, à Gallimard Jeunesse, il n'y a pas longtemps. Et tu as aussi illustré donc plusieurs romans, donc quelques-uns de Timothée, quelques-uns de Michael Morpurgo et d'autres grands auteurs. Et Emmanuel, donc toi on te connaît plutôt en bande dessinée, avec des BD comme Le Photographe et des BD jeunesse aussi, Ariol, Sardine de l'espace. Et tu as publié il y a quelques mois en janvier ton premier roman, et peut-être pas le dernier adulte, tu nous diras aussi. Alors, je ne sais pas si l'un de vous veut nous raconter un peu d'où viennent ces trois livres un peu particuliers. On a réalisé avec François tout à l'heure qu'il avait fallu quand même tous les deux, là, pour ce texte-là, qui sont arrivés par hasard à peu près en même temps, parus en même temps, ces textes pour les adultes, mais parlant de l'enfance, qu'on vienne nous déloger, quoi. On est venu nous chercher dans notre littérature jeunesse où on est très très bien, très très heureux et qui nous suffit amplement comme horizon, et où on peut tout raconter, où on a des lecteurs adultes qui en fait volent les livres de leurs enfants et sont avec nous aussi. Donc franchement on y était très bien, mais moi on est venu me demander s'il n'y avait pas quand même... Alors, pour une fois, on m'a bien posé la question, pas sous forme « est-ce que tu ne voudrais pas écrire un vrai livre ?» Voilà, est-ce qu'il ne serait pas temps de faire de la littérature, mais ce qui me mettait pas dans ce qui était arrivé avant, mais qui ne me mettait jamais dans une très bonne situation d'accueil. Et là, on est venu me dire est-ce qu'il y a quand même... Je sais que tu peux tout raconter en littérature jeunesse, je sais que c'était Julia Pavlovitch de l'Iconoclaste, et je sais que tu fais tout, voilà, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas raconter? Est-ce qu'il y a de quoi? Est-ce que tu ne te prives pas quand même de quelque chose, d'un sujet? Et si oui, écris-le nous. Et j'ai commencé par faire mon couplet sur la littérature jeunesse, qui m'allait très bien. Et puis, en dormant dessus, j'avoue que est venu quand même cet angle mort, là, qui était étrangement celui de l'enfance et dont je ne pouvais pas parler frontalement aux enfants. Il y avait quelque chose comme si il y avait quelque chose d'indécent à décortiquer l'enfance pour des enfants. Et c'est vrai que j'en parlais parce que mes héros sont souvent des enfants ou des adolescents. J'en parlais que la sortie de l'enfance, c'est un des thèmes de mes livres, la construction de mes héros partant de l'enfance et grandissant. Et donc,
je me suis dit que je parlais de cette transition, essayer de la comprendre de l'intérieur à travers le seul cobaye que j'avais, qui était moi-même. Ça m'intéressait. Et j'étais partant pour tenter l'aventure. Et ça a été ma crise, pas d'adolescence, mais de la quarantaine bien tapée quand même, parce que ça a été retournant beaucoup plus. Alors que je pensais faire ça, parce que c'était seulement de la littérature pour les adultes, donc je pouvais faire ça vite fait. Et en fait, ça m'a broyé pendant 1 an pour un texte très court. Et voilà, et donc ça a été je suis parti à la recherche de l'enfance, en cherchant l'universel, mais finalement en ne parlant que de ma chair et de mes ressentis d'enfant, et en découvrant le vivier, le réservoir où j'allais puiser de livre en livre, mais juste un seau à chaque fois, et pour chacun de mes livres, et ce réservoir de l'enfance, et où tout à coup, là, j'allais me baigner, voire avec le risque de se noyer. Et toi, François, c'était aussi un texte qui parle beaucoup d'enfance, le tien? Mais c'est un petit peu les mêmes, la même trajectoire. C'est aussi un éditeur qui m'a demandé d'écrire un petit texte dans une collection qui s'appelle « Ce que la vie signifie pour moi ». Donc je vous mets à ma place, qui va savoir répondre exactement à la question « Ce que signifie la vie pour moi ». Et moi, j'ai dit que vraiment, j'étais totalement incapable de répondre à la question, comme la plupart des gens que je connais d'ailleurs. Je ne sais pas ce que ça signifie. Et puis l'éditrice a beaucoup insisté en me disant « Mais bon, il faut que tu oublies un peu le sujet. Ce qu'on veut, c'est juste quelque chose qui te tient à cœur, que tu as envie de raconter, tout ça. » Bon, moi, j'avais commencé par écrire quelques petits textes, un peu comme des tableaux, comme ça, de mes vacances que je passais en Corrèze, un tout petit hameau où on traversait toute la France, on passait par des nationales et des départementales, des chemins vicinaux, puis on terminait sur un petit chemin de terre qui faisait 3 km. On arrivait dans le hameau natal de ma mère. Et là, les premières fois que je suis arrivé là, j'ai vu que les vieilles personnes parlaient une autre langue, ils parlaient le patois, je ne comprenais rien à ce qu'ils disaient. J'ai vu qu'ils s'adressaient aux animaux et que les animaux les comprenaient. Donc j'en ai conclu que les animaux comprenaient le patois. Et tout un tas de correspondances et d'analogies que je faisais qui m'ont fabriqué une sorte de monde un peu entre le conte, entre les fables de La Fontaine et en même temps ma petite existence qui commençait. Donc voilà, j'ai écrit du coup des petits tableaux, on peut dire des petites scénettes, les poules, les cochons, la 2 chevaux, la moissonneuse-batteuse, qui racontent cette enfance. Et c'est un peu l'endroit où je vais puiser lorsque je suis un peu fatigué ou que j'ai des doutes, etc. Je me souviens, je m'adresse à Emmanuel, je me souviens que c'est peut-être là que j'ai fait mes premiers dessins d'animaux sur le vif. Et je me souviens de ces moments dans l'étable où j'étais encore très jeune et où, vous savez, il y a les rayons du soleil qui passent à travers les fenêtres, la poussière qui danse, et cette espèce de respiration des vaches, ça préfigure le zen et le yoga, je vous jure. Elles ont une espèce de respiration très lente, comme ça, ces espèces d'animaux couchés, paisibles. Et là, on essaie juste de dessiner, et ça nous renvoie à une espèce d'intériorité, comme ça, très, très paisible. Je peux pas dire autre chose. Une sorte de méditation. Alors évidemment, des dessins très maladroits, mais beaucoup de... ça m'a donné cette envie-là en partie, voilà. C'est beau vin. C'est beau vin. C'est beau, c'est beau vin. C'est beau, c'est beau vin. Oui, on est tout de suite dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on retourne auprès des vaches, comme tu dis si joliment, de la poussière qui danse dans les raies de lumière, comme ça. Et on vit notre vie, on vit quand même tellement l'essentiel de notre vie dans l'enfance. C'est si important ce que c'est, et puis ce que ça laisse en nous plus tard quand on grandit, qu'on pourrait presque en tenir pour l'idée que la plupart des choses qu'on raconte, évidemment, trouvent leurs racines, comme vous dites, ou leurs sources dans ce moment-là.
Mais ça me regarde pas tellement, en fait, les racines de mes histoires. J'essaye de... j'y pense peu, en fait. Alors, il y a des choix délibérés, parce qu'on est tous, j'imagine, amenés à un moment ou à un autre à faire le compte de sur notre enfance. Donc, on peut décider, en effet, sciemment, qu'une partie de notre travail sera dévolue à ça. Moi, je sais qu'une des séries jeunesse dont vous venez de parler, elle est faite pour ça. Elle s'appelle Ariol. Vraiment, je fais le compte dans Ariol très régulièrement, mois après mois, depuis 21 ans, de toutes sortes d'anecdotes qui, à 90%, sont extraites de mon enfance. Et puis, il y a un addendum, évidemment, qui vient de l'observation de l'enfance de ma fille, etc. Mais globalement, c'est très consciemment fait comme un répertoire de toutes les scènes que j'essaye de reconvoquer, dont je me souviens plus ou moins spontanément, parce que les efforts de mémoire aussi m'en ramènent. Mais je voudrais être encyclopédique sur le sujet, essayer d'en dire le plus possible, et y compris bien sûr sur des événements dont on considère généralement qu'ils sont peut-être pas dignes d'être notés, ou sur lesquels c'est pas la peine de s'arrêter trop longtemps, parce qu'ils sont réputés communs, banals, et qui, moi, sont vraiment l'aliment de ce que j'aime raconter. Mais disons que les histoires à venir, ce que je vais écrire demain, etc., je n'aboutirai à leurs racines, si j'ose dire, que quand j'aurai fini, parce que souvent, l'impulsion, on la ressent. Si elle est suffisamment forte pour déterminer qu'on se mette au travail, on a beaucoup de chance. On est très, très content d'avoir du grain à moudre. C'est pas évident que ça tombe comme ça, et que tout d'un coup un sujet soit fructueux, qui donne quelque chose, qu'on ait envie de s'y consacrer. Donc quand on sent qu'on en a sous le pied, que jour après jour on s'assoit à l'établi, puis ça vient, il y a une réflexion chasse l'autre, une observation chasse l'autre, et petit à petit ça commence à faire une structure, à faire un bouquin. Là on se dit qu'on ne s'est pas trompé de sujet. On peut se gourer ensuite dans la façon dont on le traite, mais en tout cas on sait une chose, c'est que ça valait le coup de parler de ça. Et dans ce premier roman chez Gallimard, tu expliques au début que c'est aussi né au même moment d'une espèce de diète non voulue du dessin. Mmh. C'est le premier texte que tu publies qui n'est pas destiné à être illustré soit par toi, soit par quelqu'un d'autre. Oui. Est-ce que du coup là, le sujet s'est imposé justement, enfin, comment c'est venu ce texte non illustré, comment c'est venu ce pas de côté vraiment sans illustration? Ça devait être quelque chose quand même dans un moment où on dessine pendant des années et tout d'un coup il y a un blanc. Oui, il n'y a pas eu un blanc pour la raison que je voulais cesser de dessiner. Il y a eu un blanc parce que se mettant de plus en plus à écrire, nécessairement on bouffe du temps sur le dessin, et l'écriture est très dévorante. C'est ce que Timothée laissait entendre tout à l'heure. Je suis très content que tu dises ça, parce que le dessin, par définition, a une sorte de lenteur, de travail. La bande dessinée, n'en parlons pas, c'est quelque chose de... Mais c'est une broderie de moines. Je ne sais pas si les moines brodent, mais c'est... l'écriture bien faite est aussi très lente. Moi qui ne dessine pas, je peux vous le dire. Exactement. On est happé par quelque chose qui est tyrannique, si vraiment on a l'impression qu'il y a un poisson qui gigote au bout de cette histoire et qu'il faut l'attraper, on n'a pas tellement de repos avant que de commencer à l'entrevoir, à le suivre. Donc on se couche avec, on se lève avec, on s'accable souvent d'ailleurs le lendemain de ce qu'on a écrit la veille, parce que alors heureusement on a cette faculté, je pense, quand on écrit depuis un certain temps, Timothée me dira, mais on a cette faculté à s'emballer pour ce qu'on écrit, c'est-à-dire à se dire ça c'est tapé, c'est vraiment pas mal. Et puis c'est très étonnant de voir que le lendemain tout ce qui nous paraissait bienvenu et même parfois brillant dans ce qu'on a écrit est typiquement ce qui tombe en cendres le plus vite, et même qui nous apparaît le plus crétin, le plus idiot, le plus conventionnel. Et le temps passe
mais on n'arrive pas à comprendre comment il se fait que notre propre idiotie nous aveugle à ce point, nous charme, nous envoûte. Et en même temps, ce jeu, qui tient peut-être tout simplement au fait qu'on a roupillé 2 heures dans l'intervalle, mais ce jeu qui fait qu'on la déshabille le lendemain et que ce qui apparaît dans sa nudité, c'est souvent beaucoup de déchets et puis une petite pépite peut-être de vérité. Alors c'est elle qu'on va essayer de dégager de sa gangue et à partir de laquelle on va essayer de construire, d'écrire la suite. Mais moi j'appelle ça vraiment la bataille contre sa propre connerie, contre sa propre idiotie, qui est, moi, quand j'écris, la première chose qui me saute aux yeux. Je trouve que je me reconnais. Alors il y a un côté rentemplant dans le fait d'écrire, c'est qu'on veut sauter. On veut sauter dans les bras des gens, on veut leur montrer à quel point on sait faire le beau, à quel point on peut leur lécher passionnément le visage. Et puis force est de constater que ce rentemplant, il est ce qu'est rentemplant, c'est-à-dire qu'il est bien gentil, mais il ne voit pas beaucoup plus loin que le bout de sa truffe. Et néanmoins, dans son élan, il y a toujours des choses à sauver. L'élan en soi, c'est-à-dire ce qui nous pousse à écrire, c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose de sanguin. Même si ce qu'on écrit, même si on produit de la cendre avec ça, il y a quand même eu dans ce mouvement quelque chose qui peut-être mérite que dans cette cendre, en l'écartant un peu, on y cherche des choses un peu plus fermes, un peu plus justes, qui, une fois dégagées, montées en bague ou en lampe, pourront nous offrir à nouveau un substrat pour recommencer le lendemain. Mais c'est une vraie reptation et moi j'ai tendance à trouver que c'est quand même beaucoup plus aride que le dessin. Le dessin, c'est quand même un spectacle en permanence. On peut se désespérer de ce qu'on dessine, ça nous arrive, mais on donne un coup de gomme et puis je sais pas, enfin c'est vraiment l'artisanat, c'est du pétrissage, ça se fait autour ou dans le pétrin comme ça, et puis on n'est pas content, on recommence, etc. Alors que, a priori, la fibre esthétique est quand même plus régulièrement flattée que par l'alignement de pattes de mouche comme ça, qui, vu de loin, il n'y a rien qui ressemble plus à un roman de Thibautet qu'un roman d'Emmanuel ou de François, si on les regarde à plus de, surtout si on est myope comme moi, à plus de 20 cm. Donc, alors que si on met nos dessins, alors on saura que c'est du François, que c'est du Emmanuel, etc. Bref, il y a une distraction, il y a un jeu dans le dessin dont les règles sont différentes dans l'écriture. Il faut accepter d'en passer par là pour écrire. Et alors, ces 3 textes, ils sont aussi très personnels, ce qui est aussi différent, par exemple, pour Timothée ou François, c'est vraiment des pas de côté aussi, une écriture vraiment plus personnelle. Est-ce que c'était quelque chose aussi est-ce que vous avez eu est-ce que ça vous a questionné justement de livrer quelque chose d'aussi intime à un lecteur qui vous connaît pour des univers souvent plus de l'aventure, de l'imaginaire, même s'il y a sans doute des choses aussi très personnelles qui s'y glissent? Je crois que je vais assumer le côté rentemplant pour la 2 chevaux la nuit. C'est un texte que j'ai assez peu relu, assez peu retravaillé, et que j'ai, on va dire que j'ai couru après. Et comme les tableaux venaient très rapidement et presque tout constitué comme ça, c'est le livre que j'ai écrit le plus rapidement, et en même temps que je n'ai pas voulu y toucher. Alors maintenant, je vais peut-être le revoir avec un autre œil. Non, surtout pas. Et en me disant, peut-être. Mais il vaut mieux que j'assume aussi ce côté-là qui me plaît bien d'être un peu bête, parce que souvent les écrivains se prennent très au sérieux et on est aussi très bête. Et c'est très agréable de pouvoir le dire en public. Je trouve que c'est très bien. Et donc c'est un texte, voilà, qui m'est venu vraiment par bouffée. Et puis je pourrais dire presque que ça allait plus vite que ma façon d'écrire les phrases. Donc j'ai voulu garder cette espèce de rapidité, alors qu'il y a d'autres textes où à l'inverse je vais excessivement travailler parce que je vais revenir sur la phrase, etc. Je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'il est plus personnel que d'autres? Il est forcément personnel parce que ça parle de mon enfance. Est-ce
Est-ce que quand on s'oblige à se déporter, à travailler d'une autre façon plus rigoureuse, on est moins personnel? Je ne crois pas. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Je pense que c'est un livre d'images aussi. J'ai beaucoup écrit en fait avec des images. C'est presque des, c'est des tableaux, des scénettes. Donc c'est vraiment des images dans la tête qui trouvent comment dire, une traduction en mots. Voilà. Je m'arrête là pour ça. Est-ce qu'il t'arrive de corriger tes carnets de croquis, par exemple? Non, le principe, c'est que, voilà. le principe, c'est que le carnet de croquis, Et alors, la différence, c'est que c'est pas sur le vif, dans le sens où c'est sur le vif de la mémoire. Enfin, mais tu as procédé comme ça. T'as mis ton souvenir sur la table et tu l'as raconté. Donc, je suis pas très étonné qu'il y ait cette énergie. En plus, il y a l'idée... il y a cette langue très particulière, hyper enlevée, justement, par pudeur, à mon avis, tout devient drôle. Comment il s'appelle le marchand Farge, le camion qui passe de temps en temps dans la semaine et qui vend son épicerie et tout, à vrai dire, et qui vend tout. Et moi, moi, c'était différent justement parce que je suis pas un croqueur, je suis incapable. Ça m'est arrivé de temps en temps et on nous demande de faire une sorte de happening à écrire en direct. Jamais arrivé, j'ai eu une stagiaire de 3e, c'était effrayant, qui est venue s'asseoir à côté de moi pendant une semaine et me regarder écrire. Et je me suis dit, allez, j'ose être ridicule. J'arrive plus à retrouver, j'arrive pas à trouver la source que j'ai, mais je sais que j'ai lu que quelqu'un, un écrivain a dit qu'on n'écrit pas de grandes choses sans avoir la sensation d'être un peu ridicule. Et ça, j'en suis convaincu. C'est-à-dire vraiment, à chaque fois que je frôle le ridicule dans le too much, dans Alma, mon éditeur, la seule chose qu'il a dit, vraiment, j'avais donné un truc assez fini, comme j'ai tendance à le faire juste par pur orgueil. Et les 3 trucs à 3 endroits, la seule correction qu'a fait l'éditeur, c'était de mettre à 3 endroits too much. Ça m'a beaucoup vexé d'ailleurs. Too much, too much, too much. Et à chaque fois, j'avais envie en découvrant ça. Non, je crois que il dit peut-être un peu too much. Et ça veut dire too much. Et j'avais envie de dire mais bien sûr que c'est too much, mais c'est ça l'écriture, c'est la loupe, c'est grossir les choses, c'est rendre les choses plus belles, plus folles, plus passionnantes, plus tragiques, plus déchirantes. Et donc, moi, j'ai plutôt un peu été dans le ciselage aussi pour me rassurer, chacun sa technique pour se rassurer et pour se trouver moins impudique. Moi, c'était plutôt d'en faire un petit objet avec un semblant de fiction qui traverse et qui tombe complètement à plat, même si ça raconte, c'est le seul livre aussi que j'ai pas construit. C'est-à-dire, je suis parti à la recherche de l'enfance, je me mets en scène, montant sur mon pauvre petit cheval de Sancho Panza, et partant à la recherche de l'enfance, mais je ne savais pas ce que j'allais trouver. Et ça a été un chemin, en fait, avec des... Je pourrais écrire l'histoire de comment c'est venu, c'est-à-dire... Il y a des moments, en particulier un moment où je ne savais pas où j'allais. Est-ce que j'allais trouver cet enfant que je cherchais? Et en fait, je me souviens d'un moment, en particulier, je fumais des gros cigares. J'étais parti pour finir le livre en une semaine. Et j'avais pris, ma petite sœur m'avait dit, tu finis les cigares de Machin. Parce que Machin, dont elle venait de se séparer, avait apporté des cigares, elle ne voulait plus les voir. Et donc, j'ai dû finir les cigares, des gros cigares cubains qu'il avait rapportés de Cuba. Et je me baladais dans les bois en fumant ces énormes cigares et en me disant comment je vais finir cette histoire. Et je me souviens du moment, ça m'est pas... Franchement, malheureusement, j'ai très peu de révélations dans l'écriture, c'est plus besogneux, la construction. Mais là, j'ai écarté tout seul dans les bois, peut-être un peu la tête tournante à cause des cigares, du 3e cigare de la journée, j'ai écarté les bras comme ça et j'avais trouvé que cet enfant
que je me mettais en train de courir après lui, en fait, je le raccompagnais. Et c'est un truc qui m'est apparu, mais entre les fûts des chênes, là, c'était pas que je le cherchais, c'était que je le raccompagnais. Et ça a été vraiment, j'ai posé mon front sur l'écorce d'un arbre et il y avait une évidence de ça. Donc mais c'est une telle parenthèse, plus jamais j'écrirai quelque chose comme ça, quoi, parce que tu as dit, c'est des livres personnels, mais j'espère bien qu'on est largement aussi personnel quand François fait des bateaux ou quand Emmanuel parle de ses amis, parce que c'est quand même l'essentiel de son activité depuis longtemps, c'est de parler de ses amis. Eh bien, j'espère qu'il parle que tous on parle que de nous, en fait. Oui, dans ce qu'on ne dit pas, on en dit autant. Ouais. Et avec beaucoup de courage, Timothée vient de révéler au public la source des incendies qui ont ravagé la Californie l'année dernière. Il était avec son cigare et il a posé son front sur l'écorce. Voilà. Peut-être que je précise une chose quand je parle de la bêtise de l'écrivain. Je me demande dans quelle mesure on ne peut pas l'appeler peut-être la convention, c'est-à-dire le trop-plein de conventions, y compris déguisées dans les conventions qu'on a tellement ingérées qu'on a l'impression qu'elle est une sorte d'expression personnelle, et de fait, elle ne l'est pas. C'est de l'ordre du merle ou du perroquet ou du ménate qui répète quelque chose, et le cliché, peut-être, il y a ça, et puis, oui, l'idée reçue, un peu comme disait Flaubert, et puis aussi une espèce de capacité cosmétique à rajouter à toutes les idées qui nous viennent une sorte de maquillage auquel on se laisse prendre, parce que c'est formidable quand ça nous vient. Tout d'un coup, on se sent embringué dans une sorte de réussite stylistique qui est valorisante, qui est belle, ça sonne bien, on se le relit à voix haute, on se trouve content de ça. Ça n'accouche pas forcément toujours de mauvaises choses, mais on sent bien qu'il y a un danger là. On sent bien que peut-être qu'on va laisser ce qu'on voulait dire un peu sur le bord de la route, en se laissant embarquer vers une pure forme qui nous intéresse, qui nous plaît, qui nous aguiche, mais peut-être qu'au bout de 2-3 jours, on se retrouvera dans une sorte d'impasse bien loin de ce qu'on prétendait raconter, je ne sais pas. En tout cas, pour moi ma forme de bêtise à moi, c'est assez volontiers ça. C'est une façon de ne pas me rendre compte à quel point ce que je raconte à ce moment-là relève de la convention et n'est pas quelque chose de vraiment incarné. C'est pas ce que je pensais ou ce que je vivais à ce moment-là, c'est ce que j'aimerais qu'on raconte dans des circonstances comme ça, vraisemblablement toujours un peu pour les valoriser, pour les toutes. Voilà. Et le maquillage, si j'ose dire, d'un même mouvement vient un peu de la même préoccupation. Et la nuit qui passe là-dessus et les opérations du lendemain sont souvent quand même des opérations généralement de taille, de démaquillage, de dégraissage, pour essayer de retrouver un peu de vérité. En fait, là aussi, la notion est impossible à cerner. Enfin, on a quand même tous des espèces d'aiguilles qui nous indiquent un certain ordre, et nos aiguilles s'affolent sous le coup de l'excitation, du fait qu'on ça nous plaît bien ce qu'on est en train de faire, et on s'éloigne de quelque chose qui était peut-être moins sexy, moins valorisant sur le moment, mais plus vrai. Oui, mais Emmanuel, dans ton livre, là, en fait, c'est quand même des circonstances très difficiles, très douloureuses et très compliquées, je trouve, à raconter, parce que tu vas rejoindre un ami mourant qui t'avait proposé d'aller faire ensemble du dessin. Et donc, en fait, ce que tu évoques, c'est à la fois la mort de cet ami et en fait ce que vous avez raté ensemble. Et forcément que tu passes par entre guillemets, par des conventions, parce que parler de la mort de quelqu'un qui est proche sans être proche, c'est très compliqué. Est-ce qu'on ne doit pas justement passer par un certain nombre de conventions? C'est un peu comme l'histoire, vous trouvez que mon bébé il est pas beau, c'est ce sketch canadien, c'est une convention, tous les bébés sont beaux, quoi. Là, il faut dire que quand on va trouver quelqu'un qui va être mourant, on y va un petit peu sur la pointe des pieds.
Et moi, j'ai ressenti tout ça dans le texte. J'ai ressenti à la fois aussi, y compris tes interrogations là, que tu viens de poser, on les ressent dans le texte. C'est-à-dire, est-ce que, à plusieurs moments, tu te poses toi-même la question, est-ce que je ne suis pas en train de sacrifier justement à une forme de convention que quand on va trouver un ami mourant, ben voilà, il faut passer par un certain nombre de sentiments obligatoires, de sensations obligatoires. Je me trompe ou... Et donc, c'est très particulier, je trouve, d'écrire. C'est aussi très courageux, très difficile d'écrire sur cette comme ça, interface où on s'approche de quelqu'un. Apparemment, vous n'étiez pas non plus dans une intimité extraordinaire. Donc, c'était quelqu'un en fait, qui était proche sans l'être tout à fait. Et on ressent très bien ça dans le livre. Et en même temps, il y a ce besoin d'aller vers quelqu'un qui s'en va. Et en même temps, il y a cette maison que tu prends en croquis parce que ça va t'aider pour une bande dessinée, tout ça. Il y a tout un tas de moments dans le livre où enfin, franchement, on ressent ce que tu ressens. Voilà. Donc je ne sais pas si tu es revenu beaucoup dessus, mais moi, ça l'a fait, comme on dit. Ça l'a fait très bien, même. Merci François. Écoute, je crois que dès lors que le lecteur a parlé, en fait, je crois que c'est le moment où l'auteur doit se retirer. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a tendance, j'y ai sacrifié aujourd'hui, je m'en excuse presque, mais on a tendance à décrire certaines difficultés qu'on traverse quand on écrit. C'est l'écueil du fait de parler de nos livres. Alors soit on dit non et on ne parlera jamais de ces livres, soit on accepte volontiers de se pointer avec les copains et d'essayer de confronter nos expériences et d'en dire quelques mots. Mais je crois qu'au fond, nos difficultés ne regardent que nous, et, sauf si on décide d'en faire état dans le livre. En l'occurrence, les difficultés dont je fais état dans le livre, comme François l'a très bien dit, ce n'est pas des difficultés d'écriture, c'est des difficultés de trouver sa place dans un moment qu'on considère particulièrement essentiel, tendu, unique, évidemment, puisqu'il n'y en aura pas d'autres ensuite. Donc on a une façon de s'observer, un peu trop, sans doute, parfois, mais qui la plupart du temps, ne nous est pas naturelle, et heureusement, dans des circonstances plus quotidiennes, plus banales, on se laisse un peu plus aller, et puis là, tout d'un coup, on se rend compte qu'il se passe des choses essentielles, que les mots qu'on échange vont vraisemblablement être les derniers. Donc, alors, après, on en parle tous plus ou moins, des facilités ou des difficultés. Je pense que ça aussi, ça peut varier d'un livre à l'autre. Je ne sais pas ce que Timothée en pense, mais enfin, il y a des livres qui viennent sans doute un peu plus facilement que d'autres. Il y a des livres qui peut-être nous entraînent un peu plus facilement dans leur logique interne et du coup on se sent plus tracté. Et puis il y a des livres avec lesquels on se bagarre peut-être jusqu'au bout. Et je trouve pas ça mal. Moi j'ai bien aimé tous mes scrupules pendant cette écriture. Ils me facilitaient pas la vie, mais je les trouvais nécessaires pour qu'à aucun moment de cette écriture elle ne devienne machinale ou un peu indifférente à son sujet. Je n'étais pas fâché chaque jour de me dire en fait, est-ce que tu as le droit de faire ce que tu es en train de faire, et est-ce que c'est licite, est-ce que c'est pas impudique, est-ce que tu n'es pas en train de te donner le beau rôle, est-ce que tu n'es pas en train de... Enfin, toutes sortes de questions qui peuvent sembler superflues, mais c'est pas mal de se les poser quand on écrit. C'est une lutte de toute façon d'écrire, donc c'est bien d'entrer en contradiction avec soi-même, c'est bien de se servir des arguments contre ce qu'on est en train de faire et d'y résister. Moi je pense qu'on cogite très peu dans l'existence, on n'a jamais le temps en fait de cogiter, on est sans cesse interrompu. Et d'ailleurs cogiter sans rien faire n'est pas très agréable, ça ballonne. Et les seules occurrences, je trouve, où on peut un peu cogiter dans la vie, c'est des conversations intimes réitérées avec des gens pour lesquels on a beaucoup d'amour, de sympathie, de respect et de révérence, parce qu'ils sont futés, ils nous entraînent loin, etc. Et on discute avec eux et on se retrouve jour après jour. C'est la balançoire. C'est la balançoire. La balançoire dans le livre. Ouais. Ou alors c'est écrire, c'est-à-dire la discussion poursuivie par d'autres moyens, c'est-à-dire entrer en contradiction avec soi-même, voir si on est d'accord avec soi ou pas. Si on est d'accord, on continue. Si on n'est pas d'accord, on recommence.
Et donner le lendemain rendez-vous à la pensée qu'on a eue la veille, je ne vois pas tellement d'autres circonstances dans la vie que celle de l'écriture ou de la conversation pour le faire. Et alors là, vous parlez tous les trois beaucoup du travail de l'écriture solitaire. Vous avez aussi tous les trois travaillé en duo, parfois avec plus de gens. Est-ce que c'est différent, ce travail d'écriture ou de dessin en collectif? Est-ce que ça vous apporte plus? Est-ce que c'est plus de difficultés? Je pense que c'est un va-et-vient qui, moi, me rend heureux et m'équilibre complètement. C'est-à-dire ces moments de solitude où je ne peux compter vraiment que sur moi de temps en temps, et qui quand même sont des moments où on va, en parlant de Racine, vraiment puiser très, 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 très loin, un peu au-delà des ressources de la terre sous nous. Et puis ces moments où tout à coup le ping-pong avec quelqu'un d'autre, un illustrateur, tu parlais d'un album musical, vraiment le travail des musiciens, j'ai adoré aussi. Il y a quelque chose il y a une sorte de distance et une asymétrie des compétences qui est toujours féconde. J'ai jamais, par exemple, réussi à écrire avec quelqu'un à quatre mains. C'est quelque chose que je voudrais vraiment apprendre, mais que pour l'instant, je ne sais pas comment je m'y prendrais. Ça vient d'arriver à François qui sort il y a quelques jours Olympe de Roque d'Or avec Jean-Philippe Arovigno. Mais moi, ça, j'aurais du mal. En revanche, collaborer, c'est toujours, enfin pour moi, c'est toujours, peut-être parce que c'est minoritaire dans mon temps, comme c'est toujours une respiration. Et alors, c'était comment l'écriture à quatre mains? L'écriture à quatre mains, donc on est parti sur une espèce de petit fantasme amical comme ça, qu'on aimerait bien faire quelque chose ensemble, un livre ensemble. Et puis on avait des vagues idées qui flottaient. Et puis un beau jour, on a fait une espèce de cut. J'ai envoyé un chapitre à Jean-Philippe. Et peut-être comme deux chiens courants, on est parti après l'idée qu'on avait lancée, et tête baissée, je dois dire. Et donc, on a trouvé une écriture un peu commune. Je ne peux pas vous dire l'alchimie, mais au bout de 5-6 chapitres, on était vraiment dans le rythme. Alors, pour vous dire un peu, c'est vraiment les codes du roman de Cap et d'Épée. Ça bouge tout le temps, il y a des cavalcades, il y a une jeune marquise avec un mariage obligatoire qui s'échappe, et puis donc un vieux soldat et un jeune marin qui lui court après. Enfin bref, je vous passe tous les détails parce que c'est pas tellement le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est de se voir si on arrivait à tenir en haleine à la fois, à chaque fois qu'on recevait le chapitre l'un de l'autre, et en même temps avec les petits espoirs qu'on va tenir en haleine aussi le lecteur. Alors, je pense qu'une partie de l'énergie qu'on a mis dans ce livre nous vient aussi du fait qu'on était en plein confinement et qu'on aspirait au grand air. Surtout moi, j'aspirais au grand air. Et donc là, franchement, on avait de l'espace devant nous. Moi qui ne monte pas à cheval, je pouvais cavalcader. Et puis, c'était c'est très, très joyeux. Alors là, on n'est plus dans l'écriture de réflexion, l'écriture même pour ainsi dire de sensations. On essaye de raconter l'histoire un petit peu comme quelque chose de très tranchant, très, très rapide, très nerveux. On se pose pas trop de questions et puis on a envie que ça pulse, quoi. Donc voilà, on a livré ce livre un petit peu quasi dubitatif en se disant bon, voilà. C'est ce qu'on avait envie de faire, en se regardant l'un et l'autre. Tu crois que oui, bon, pourquoi pas. Et alors, dans la maison d'édition, enthousiasme indescriptible. Et donc, voilà, les éditeurs super contents. Et puis après, ça part au libraire. Les libraires aussi avaient des très bons retours. Alors, on est super contents, ça vient de sortir, voilà. Mais j'ai pas de recette à vous donner. J'ai pas non plus d'impression particulière, sinon que c'était hyper joyeux, hyper tonique, voilà. Et très agréable à faire. Vas-y Emmanuel, toi tu as fait plein de collaborations. Écoute, bout avant, comment il est?
Allez, c'est le moment de te lâcher, Emmanuel. Hein, avec tu décris un truc qui est un jeu, là, c'est-à-dire que vous vous proposez de vous écrire des lettres qui sont en l'occurrence des chapitres, et puis vous avez besoin d'attendre le chapitre précédent pour le suivant, donc c'est les 1000 et une nuits, il faut se distraire l'un l'autre avant que de distraire, comme tu dis, un public. Pas moi, Chéral. C'est pas toi, Chéral. Donc François fait le calife. Et donc, oui, il va de soi que tous autant qu'on est là, chaque fois qu'on lance l'idée d'un nouveau livre, on le fait avec l'appétit de gens qui vont se mettre à jouer. Et ça, si j'avais pas cette sensation qui remonte là, elle aussi à la plus tendre enfance, je pense que je me sentirais pas d'attaque pour entamer un bouquin. Et quand on est perdu en pleine mer, quand on en bat éventuellement sur un livre, etc., il faut jamais perdre de vue qu'en effet, on est en train de jouer. Et c'est parfois d'ailleurs cette sensation, quand elle revient assez fort, qui nous permet de redémarrer. Tout d'un coup, un petit afflux de légèreté qui fait pas de mal, et on se dit... Mais alors, les collaborations, moi j'ai commencé ce métier en travaillant seul dans ma tour d'ivoire, en me disant... être artiste, c'est ça, c'est se retirer dans une chambre tendue de liège et puis de temps en temps délivrer sa manne comme ça au public et les gens vous adulent et tout le monde est content et surtout nous et voilà. Et puis ça tient pas très longtemps. Rapidement, toutes nos névroses nous rattrapent et on se rend compte qu'on a vraiment besoin de s'aérer, qu'on a vraiment besoin de frapper à certaines portes, de les voir s'ouvrir, d'être accueillis, de proposer des règles de jeu, de voir quelqu'un les reprendre au bon, etc. Et parce que c'est comme ça qu'on... Enfin, je sais pas, c'est de l'hygiène bien comprise, c'est de la... c'est une nourriture et un oxygène renouvelé. Et puis, bon, il y a des gens vraiment qu'on croise et on a pour eux, tout d'un coup, ne serait-ce que de l'admiration, c'est pas mal. On regarde ce qu'ils font et on se dit, ou on le lit et on se dit, ils sont vraiment très talentueux et on les admire, quoi. On se dit, en fait, s'ils me proposaient de faire quoi que ce soit avec eux, je serais la personne valorisée, favorisée par ça. Donc, il y a, dans l'admiration réciproque, il y a quelque chose qui est étonnant, mais qui tient de ça, c'est-à-dire que chacun d'entre nous est valorisé par la présence de l'autre. Et on entretient ça au fil des années en étant, si possible, en maintenant un haut niveau d'exigence, en essayant à chaque fois de donner le meilleur, parce qu'on sait que l'autre est quelqu'un de suffisamment talentueux, raffiné, connaisseur de la vie, etc., pour apprécier ce qu'on peut lui donner, nous-mêmes, de plus réfléchi, de plus concerté, de plus aventureux, de plus audacieux, de plus... Donc, il faut cette considération qu'on porte à la personne avec laquelle on travaille pour lui fourguer ce qu'on a de meilleur et même, je dirais, ce qu'on a de plus intime. Moi, j'ai l'impression que plus nos histoires sont près de l'os, plus c'est bien de les donner, en partie à quelqu'un à qui on va renvoyer la balle. Parce que, d'abord, ça crée une échelle. Si la personne qui est en face de nous sent que le patrimoine qu'on lui transmet est quelque chose de très séminal pour nous, de très... vraiment qui touche à toutes nos fibres, etc., s'il n'est pas évidemment écrasé par la responsabilité, s'il se dit il me donne quelque chose de précieux, en fait, et il va falloir que je lui rende depuis mon pas de porte, avec mes capacités, mais la monnaie de sa pièce, de cette manière. Il va falloir que moi aussi, j'y mette, puisque visiblement, il y met des choses qui lui sont très chères, il va falloir que moi aussi, je mette ça. Et je trouve que c'est assez vertueux comme ça. Ça ne consiste pas, au bout de quelques mois ou années, on ne veut pas vraiment s'éblouir l'un l'autre, on n'en est plus là. Ce qu'on veut, c'est approfondir notre amitié, en fait, approfondir notre relation. Je pense que les couples qui durent, quel que soit le sens qu'on mette sous cette notion de couple, ce sont évidemment... ça tient beaucoup à cette capacité qu'on a à continuer, je pense, à s'admirer, à se sauver régulièrement la mise l'un l'autre aussi. Je trouve que quand on est feuilletoniste, par exemple, qu'on travaille pendant des années, nécessairement, on va traverser des moments de sa vie difficiles. Et
sauf si tout d'un coup, par extraordinaire, il y avait des choses qui n'arrivent jamais. Je sais pas, une pandémie mondiale ou un truc comme ça. Mais en règle générale, on n'est pas dans les mêmes difficultés au même moment. Ce qui nous a un peu frappé là ces temps derniers, c'est que globalement tout le monde était à peu près au même régime. Enfin, il faudrait voir. Hein. Mais en l'occurrence, quand on est un couple qui dure, il y a le système de la balançoire auquel François faisait allusion. C'est-à-dire qu'il y en a toujours un normalement qui est un peu plus haut que l'autre pour aider l'autre à se relever. Et dans l'écriture, dans le dessin, dans ce qu'on échange à propos de nos apports respectifs, il y a une faculté qu'on a de se remettre du charbon dans le tender, de s'encourager, qui finit par faire des vrais couples amicaux qui durent longtemps. C'est vrai qu'on a tous en mémoire, je ne sais pas, espèce de pétillement qu'avaient visiblement Goscinny et Uderzo être ensemble, ou tout différent qu'ils aient pu être, ou Goscinny et Sampé, etc. C'est-à-dire qu'on sent que Goscinny était doué pour faire ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, visiblement, valorisait les gens avec lesquels il travaillait, en leur donnant pas de la camelote, en leur donnant vraiment tout ce qu'on apprécie en lui. Et ça va au-delà d'une relation purement professionnelle. On sent qu'il y a derrière tout ça, une préoccupation d'amitié qui est forte. Et voilà. Je suis très d'accord, et avec la place de l'admiration, d'être éclaboussé par le talent de l'autre, d'en profiter largement, je pense qu'il y a un côté dans ces collaborations qui est de l'ordre du transhumanisme, quasiment, de l'homme augmenté. Moi, en écrivant Alma, je me mets sur les épaules de François, vraiment, parce que... L'inverse, très bien, mais c'est parce que j'ai vraiment pas envie de te porter. Mais il y a quelque chose et on n'en parle presque pas, parce qu'il y a toujours l'idée l'idée de ne faire qu'un, enfin le duo, il y a vraiment, alors qu'en fait c'est la balançoire. Ouais, c'est vrai que c'est des mouvements comme ça où on se chauffe l'un l'autre, et voilà. Moi, je voudrais juste un petit peu expliquer ce que c'est la balançoire. Dans le livre d'Emmanuel, en fait, il explique que voilà, quand il y a deux personnes qui s'admirent l'une l'autre, si on est de temps en temps, l'un s'élève pendant que l'autre s'abaisse et vice-versa. Et pour moi, ça a été très intéressant de dire ça, parce que l'admiration peut conduire à une forme d'écrasement. Hein. C'est-à-dire on peut se couper un peu les pattes à trop admirer les gens. Et naturellement, on admire parce que c'est nécessaire dans notre travail, enfin pour tout le monde d'ailleurs, nécessaire d'admirer parce que ça tire vers le haut. Et donc il y a certaines figures, on parlait de Sampé, pour moi c'est un Himalaya inaccessible. Donc il y a certaines personnes pour lesquelles on a une révérence absolue, et c'est pas forcément le plus facile, c'est pas forcément ce qui va vous inciter à faire, parce qu'on va dire tout a déjà été fait et tellement bien fait, pourquoi moi j'apporterai ma petite pierre? Alors là, il vous faut cette balançoire, d'avoir des gens que vous admirez, mais c'est pas mal de temps en temps de les voir qu'ils ont un peu baissé et que vous pouvez un tout petit peu vous élever aussi. J'ai trouvé ça juste parce que je suis toujours un peu sur l'admiration. Je pense tellement que c'est nécessaire, et en même temps, je pense tellement que ça peut en même temps couper les pattes, écraser, enfin empêcher de faire. Donc il faut arriver à la fois à faire, à agir, à dessiner, écrire, et en sachant que, parce qu'on passe notre temps, surtout au début, à se mesurer, à regarder ce qu'ont fait les autres. Moi, quand j'étais jeune dessinateur, je disais, ah ouais, mais attends, mais quel âge il a? Ah ouais, d'accord, bon, bah attends, le mec il a 40 balais, c'est normal, attends, mais à 40 balais, c'est normal qu'il ait toute cette expérience, tout ça. Sauf qu'après, moi, je découvre que le type, il avait 18 ans quand il a fait le dessin. Et donc, je me dis, ah non, mais en fait, il était plus jeune que moi, peut-être. Et donc, du coup, ça fait qu'on se dit, comment faire pour se glisser un petit peu dans cet alignement de dos de livre, sans avoir l'impression d'être écrasé par les très grands, sans écraser les petits, et où est-ce qu'on trouve sa place? Et donc j'ai apprécié dans le livre d'Emmanuel cette image de la balançoire, parce qu'elle m'a un peu réconcilié avec parfois des problèmes que j'avais avec l'admiration. Voilà. Il y a vraiment des dessinateurs qui me semblent, je sais pas, Quentin Blake, Sampé, parce qu'ils ont une liberté de trait, parce qu'ils ont une légèreté, parce qu'ils ont une intelligence des attitudes, etc. Parce que leur personnage existe avec 3 fois rien, et que moi, bon, bah, pour le coup, non, c'est pas le cas.
Mais ça fait rien. On a quand même le droit de faire. Et puis, alors, je ne serai jamais sur la balançoire de Sampé, hélas. Mais bon, quand même, je peux de temps en temps me dire, ah là, il n'était pas très bon, là. Il en a loupé un. On va bientôt arriver à la fin de cette rencontre. Avant de finir, je voulais vous demander, pour revenir un peu à ces trois livres que vous avez publiés, si vous avez eu l'impression, comme vous partiez un peu tous les trois, ou en tout cas que vous vous êtes retrouvés aussi à partir un peu sur les traces, des fois du dessin ou de l'écriture, si ça avait changé quelque chose dans votre façon d'aborder votre travail après, ou alors pas du tout. Est-ce que ça a été un jalon aussi sur votre travail d'écrivain ou de dessinateur? Moi, non. C'est un livre que j'ai adoré écrire, vraiment là pour le coup, parce que ça m'est venu très légèrement, très facilement, mais je ne vais rien construire dessus, ni me dire que ça change quelque chose. Voilà. Je l'aime beaucoup, mais point barre, quoi. Je peux rien dire de plus. Et tu as eu envie d'en faire d'autres pour les adultes? Pardon? Est-ce que tu as envie d'écrire d'autres choses pour les adultes? Non, mais je n'en sais rien. Je ne sais pas. On se pose la question, quand on écrit pour la jeunesse, par exemple, je ne sais pas, j'ai écrit un livre qui s'appelle La douane volante, qui est pratiquement plus pour les adultes que pour la jeunesse. On s'adresse en fait à des gens, on a envie d'être lu, mais je ne peux pas dire que je me pose sérieusement la question. Sinon, bon, il y a certains livres que je fais spécifiquement pour la jeunesse en me disant vraiment, il y a peut-être, on a envie que ça se termine plutôt bien, même si on traverse des épreuves, on ne plombe pas trop l'avenir des jeunes lecteurs en leur disant le monde est horrible. Donc on a envie quand même que quand ils terminent un livre, il y a quand même un petit peu de soulagement si possible. Et donc les adultes peuvent s'enfoncer dans la noirceur jusqu'où ils veulent, jusqu'au-dessus de la tête, et on ne leur en voudra pas. Nous, en jeunesse, il faut quand même peut-être faire un petit peu attention, je ne sais pas. Mais enfin bon, voilà, je ne veux pas dire davantage. Moi, c'est surtout l'élan que ça donne pour reprendre mes déguisements, mes masques de la fiction. Enfin, d'ailleurs, c'est le dernier chapitre de Neverland, et tout à coup, je suis presque plus là. Il y a 2 enfants. Voilà, je m'absente et je suis témoin de deux enfants qui se séparent sur l'eau et ça y est. Et en fait, je reprenais le fil, qui sont sur leur rocher là. Je reprenais le fil de la fiction, et c'était un grand bonheur. Et je me souviens, travaillant sur le début d'Alma à la suite de Neverland, le bonheur de me retrouver dans une vallée africaine en plein XVIIIe siècle. Et je me souviens, rien que dans la première phrase, c'est un zèbre sans rayures, debout dans les herbes jaunes, avec 2 enfants couchés dans son ombre. J'ai écrit cette phrase là, du début d'Alma, mais la bouffée d'excitation à pouvoir repartir dans l'immensité du possible de la fiction, alors avait bien tenu par les limites de l'histoire, de la vraie histoire avec un grand H. Voilà, ça, mais quand même, c'est ça. Donc peut-être c'est ça que je dirais. Et ensuite, alors là, quelque chose que pourtant dont je me défends sur tous mes livres en disant que le but n'est pas juste de vider les livres sont pas seulement faits pour vider notre sac, et sont vraiment aussi pour tendre quelque chose au lecteur. Là, il y a eu une vertu ponctuelle, et je ne recommencerai pas, voilà, mais une vertu pour moi aussi de ce livre-là, et il se trouve, mais ça c'est après que je l'ai découvert, une sorte de petit manuel de lecture de mes autres livres pour ceux qui veulent trouver les racines de mes histoires. La boucle est bouclée. Quand la boucle est bouclée. Ah non. Moi, j'ai découvert une chose, c'est que écrire sur un ordinateur, par exemple, ça me rendait assez malade à la longue. Hein. Au début, ça allait, j'y suis allé comme
comme en l'an 40. Et au bout d'un certain moment, je me suis rendu compte que faire défiler, par exemple, quand on écrit, on fait beaucoup défiler, on remonte, on descend, etc. Ça m'a collé une sorte de mal de mer dont j'ai eu beaucoup de mal à me défaire. Et je ne sais pas si j'en suis complètement sorti. En même temps, c'est pratique le traitement de texte, c'est vrai. Et je pense que ça fait écrire d'une certaine manière. J'ai l'impression d'avoir appris cette écriture. Elle me convient, mais l'outil ne me convient pas tellement. Et puis on a beau neutraliser des fonctions, c'est quand même l'outil qui reçoit aussi le courrier, c'est l'outil qui... Et il y a un truc là-dedans qui ne va pas. Moi, ça me rend malade à plusieurs égards. Donc, si je devais réécrire dans l'avenir, je pense que j'ai perdu un peu la notion de l'écriture à la main. Et à vrai dire, je dessine tellement à la main que j'en ai les doigts qui fument. Et quand c'est fini, je n'ai peut-être pas nécessairement envie de continuer à me les esquinter en écrivant. Donc, je ne sais pas, je pense qu'il y a des fonctions peut-être à explorer du côté de la dictée, du côté de... Parce qu'il y a quelque chose de pourri dans ce magnifique outil qui est l'ordinateur, qui ne nous veut pas franchement du bien, ou en tout cas dont on est un peu comme de notre cerveau, puisque somme toute il le mime et il en a certaines capacités. On sait que le néocortex a été la calamité de l'humanité, parce que tout d'un coup, on s'est retrouvé avec un instrument greffé au sommet de notre moelle épinière dont on n'a toujours pas compris le fonctionnement et qui s'accorde très mal avec nos autres cerveaux plus anciens. J'ai une impression d'inadéquation avec mon ordinateur qui m'a pas rendu agréable la fin de l'écriture de ce livre, parce que j'en avais marre en fait. Et néanmoins, je voulais pas lâcher le morceau. Mais j'en avais marre vraiment pour des questions physiologiques. Et je ne sais pas comment résoudre ça. C'est intéressant, mais je verrai dans l'avenir si... parce que je pense que ça peut être un obstacle à l'écriture à la longue. Très bien. On va finir sur le néocortex de l'ordinateur. Merci beaucoup pour votre présence et pour cette rencontre. Merci Tom. Merci. Et on peut retrouver tous vos livres en librairie, bien sûr.